On est devenu membre d'un club dont on ne connaissait même pas l'existence. Un club dont on ne veut pas faire partie. Une femme qui tentait d'échapper à une relation conflictuelle est brutalement assassinée. On avait mis le feu au lit où elle était couchée. Il y a des gens malfaisants dans ce monde. Elle a laissé derrière elle un message terrifiant. Elle m'avait dit que s'il lui arrivait quelque chose, il fallait le soupçonner. C'est un véritable animal. Les enquêteurs sont mis rapidement sur une piste invraisemblable. Si votre suspect s'avère être un ancien agent de police, vous vous montrez plus prudent que d'habitude. L'enquête est au point mort, jusqu'au jour où le mal frappe de nouveau. Il ne devrait pas être parmi nous. Il ne mérite pas de vivre. Melbourne, en Floride, est une ville de taille moyenne sur la côte. En 1998, j'étais inspecteur à la criminelle. Enquêter sur des meurtres, c'est ce qu'il y a de plus passionnant dans ce métier. Lorsqu'on travaille de nuit, ce n'est pas la même dynamique. La nuit, les prédateurs sont de sortie. Si vous comptez commettre un crime, vous agissez la nuit, car il y a moins de regards sur vous. Quand la nuit tombe, les gens sont pour la plupart en sécurité chez eux. Ils ne se doutent pas de ce qui se passe à l'extérieur. Mes parents ont eu 9 enfants. On a grandi à Long Island. On a eu une super enfance. Aucun d'entre nous n'est parti très loin, à part Patsy. Elle aimait voyager et découvrir de nouveaux endroits. Rien ne l'arrêtait. Patsy avait toujours voulu être infirmière. Elle était inscrite dans une agence d'intérim qui l'envoyait en mission dans des régions où il y avait des manques d'effectifs. Et elle adorait ça. Elle aimait vraiment ça. L'une de ses missions envoie Patricia Miller, 41 ans, dans les Keys, en Floride. Patsy a déménagé à Key Largo. Et c'est là qu'elle a rencontré son mari. C'était un ancien policier qui s'était reconverti dans la gestion de marina. Très rapidement, il l'a demandé en mariage. Après seulement quelques mois, le mariage bat de l'aile et les jeunes mariés se séparent. La famille de Patricia l'encourage à déménager à Melbourne. Mon père avait acheté un appartement à Melbourne. Il voulait qu'elle soit en sécurité. Il lui a dit « Va à Melbourne et installe-toi là-bas. Reste aussi longtemps que tu voudras. »
L'appartement était situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. Il y avait 2 chambres. Elle s'y plaisait. Je pensais qu'elle serait en sécurité chez mon père. J'ai rencontré Trish et on est tout de suite devenus très proches. On essayait de se voir 2 fois par semaine et on passait la soirée ensemble. Le 20 avril, j'étais censée passer la soirée chez Trish, mais j'ai dû annuler. J'ai essayé de l'appeler pour lui dire que je ne pouvais plus venir, mais je n'ai jamais réussi à la joindre ce soir-là. Personne n'a répondu au téléphone. Elle ne décrochait pas. Police in Canada have smashed a multi-million-dollar drug smuggling ring. 22 pounds of heroin was seized along with a small amount of cocaine, marijuana, and hashish. Police say the ring was centered in Colombia with drug fighting. Plus tard dans la soirée, la brigade des sapeurs-pompiers de Melbourne reçoit un appel de détresse. L'un des voisins a remarqué de la fumée provenant de l'appartement de Patricia et a appelé les secours. Une fois le feu éteint, les pompiers ont fait le tour de l'appartement à la recherche de victimes. L'intérieur de l'appartement était totalement ravagé. Tout était brûlé. C'était compliqué de se frayer un chemin. Ça ressemblait à une grotte. Et ils ont découvert un corps dans le lit. Elle avait les mains attachées dans le dos avec ce qui semblait être des lacets de chaussures. C'était évident qu'elle avait été victime d'un meurtre. Quand on travaille dans la police, on voit tout ce dont l'espèce humaine est capable. Et c'est rarement glorieux. On est confronté à des choses que les gens lambda n'ont pas l'occasion de voir, d'expérimenter, de ressentir, de sentir. Et oui, c'est choquant. Elle était morte des suites d'une strangulation et de coups violents à la tête, assénée par un objet contondant, comme un outil ou un marteau. On avait mis le feu au lit sur lequel elle était couchée. Et on a également pu déterminer qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle. Quand on trouve un corps sur les lieux d'un incendie, il ne faut pas aller bien loin pour comprendre que le coupable a mis le feu dans l'intention de couvrir ses traces. Le médecin légiste confirme que la victime est Patricia Miller. La première chose qu'on se demande quand on voit une scène pareille, c'est à quel genre de personne on peut avoir affaire. C'est un vrai animal. Les agents de police scientifiques prélèvent tous les indices qui n'ont pas été détruits par le feu, dont de l'ADN. En 1998, on avait besoin d'échantillons importants d'ADN, ce qu'on n'avait pas dans cette affaire. Mais au moins on avait quelque chose. Et il y a un autre indice qui a survécu à la destruction quasi totale de l'appartement.
On a trouvé des papiers de divorce récents envoyés par son mari. Divorce est égal à conflit, et conflit est parfois égal à crime. Donc en voyant ces papiers de divorce, on a tout de suite pensé conflit. Ça a clairement attiré notre attention. À Melbourne, en Floride, les enquêteurs découvrent l'appartement calciné de Patricia Miller. Le meurtre de Patricia a été surnommé l'affaire du lit carbonisé. Dans la plupart des affaires d'homicide, quand on observe une violence extrême, on a affaire à un individu qui connaît ou qui a des sentiments pour la victime. Les enquêteurs apprennent que les papiers du divorce ont été déposés chez Patricia Miller quelques heures à peine avant son meurtre. En général, le meurtre est commis par un individu qui fait partie du cercle proche de la victime. Et la première personne à laquelle on pense, c'est l'époux. Le mari de Patricia, dont elle était séparée, s'appelle Josh McKenna. Tandis que la police recherche McKenna, on informe la famille de Patricia de sa mort. J'étais en train de donner un cours. On m'a demandé de me rendre au secrétariat pour prendre un appel. J'y suis allée et la secrétaire m'a dit « C'est votre fille ». Elle a dit « Patsy a été assassinée ». Et je me suis effondrée. Je suis tombée par terre. Oui, ça m'a fait un choc. Ça a été horrible quand j'ai appris la nouvelle. Elle était tellement pleine de vie. Patsy était pleine de vie. Ça nous a anéantis. Ça a détruit mon père et je sais que ça a détruit ma mère. J'ai vu à la télé ce qui lui était arrivé et ça m'a bouleversée. C'était bouleversant. J'aurais dû être avec elle ce soir-là. Je me suis toujours dit que si j'avais été là, ce ne serait peut-être pas arrivé. C'est très dur à vivre. Les enquêteurs retrouvent le mari de Patricia, Josh McKenna, et l'amènent au poste pour un interrogatoire. Entre-temps, on avait appris des faits perturbants sur la relation qu'entretenait Patricia avec son mari. Patsy disait qu'il était violent verbalement et physiquement. Et elle ne nous avait peut-être pas tout dit. La police découvre que Patricia craignait pour sa vie. Trish m'avait dit que s'il lui arrivait quelque chose, il fallait le soupçonner. Et j'étais convaincue qu'il était coupable. Le mari de Patricia, Josh McKenna, était un policier à la retraite. Si votre suspect s'avère être un ancien agent de police, vous vous montrez plus prudent que d'habitude. Je m'adresse à un agent de police chevronné. Si j'emploie des techniques d'interrogatoire subtiles qui fonctionnent sur une personne lambda, ça ne fonctionnera pas sur l'agent de police. We have a lot of questions. We need to know as much as you can tell us about your wife. Il a parlé de leur relation et a dit que ça avait été le coup de foudre entre eux. Tout est allé très vite. Et de la même façon, tout s'est très vite terminé, après seulement quelques mois. Something clicked. She decided that she didn't want to be in South Florida. She hated the Keys and hated the people and hated everything about it. There was nothing good about it. Everything just from that point went downhill. She said to me that
marrying me was the worst mistake she ever made in her life. And needless to say, I was devastated here. We weren't even married a month, and she come up with that statement. It's pretty heavy duty. Josh est rentré un soir et a découvert qu'elle avait déménagé. That was the last time I saw her. Until I got that phone call at 3:15 in the morning. Il a dit ne rien savoir sur le meurtre et il a affirmé qu'il ne l'avait jamais battue. What do you think happened to her? I just feel that somebody had to put her completely off guard, completely unawares. But she just wasn't aware, just nonchalantly walked right into it. And she never really knew. She may have known. I don't know. I just can't picture her going down without a fight. I just can't, and that's the only thing that I can honestly say is that I just can't see her going down without a fight. That whoever did it had to have caught her completely off guard. That she had no knowledge that it was what was coming. What did you do on the 20th? I've been sick, and Wednesday morning I got up and I called the doctor and I got an appointment to see him, and said he gave me some antibiotics and told me to stay in bed. So, don't do anything. Next thing I know, I got a call at 3:15 in the morning from the Monroe County Sheriff's Department, and so they told me Trish was from at 11 o'clock that night. Les enquêteurs épluchent les relevés téléphoniques de McKenna et ces derniers confirment qu'il a bien reçu un appel à 3h15 du matin. Tout ce que Josh nous avait dit a pu être vérifié. Il ne pouvait pas avoir été au téléphone dans les Keys, fait les 500 km qui le séparaient de Melbourne pour commettre le meurtre et rentrer chez lui dans l'intervalle. On savait qu'il n'avait pas commis le meurtre, mais il aurait très bien pu payer quelqu'un pour le faire à sa place. Après avoir interrogé durant des heures l'ex-mari de Patricia Miller dans l'affaire du lit carbonisé, les enquêteurs sont obligés de le relâcher. McKenna accepte de donner un échantillon de son ADN et la police le laisse partir. You're free to go. Il avait un alibi en béton. Il n'avait pas pu venir à Melbourne pour assassiner son épouse. Mais ça ne voulait pas dire qu'il n'était pas impliqué dans cette affaire. Donc on devait le garder à l'œil. Dans l'espoir de trouver une nouvelle piste, la police continue de sillonner le quartier de Patricia. L'une des choses que l'on fait en premier dans une affaire comme celle-ci, c'est de chercher à savoir qui traîne dans le quartier. On tombe parfois sur des individus qui n'ont rien à faire là. Les premières personnes qu'on a croisées, c'est Matt Hackel et James Barnes. Les agents interrogent les deux hommes. Barnes était déjà connu de certains agents de patrouille. Il avait été impliqué dans des délits mineurs. C'était en quelque sorte la petite frappe du quartier. Ils ont accepté de répondre à leurs questions. Ils ont même accepté qu'on les prenne en photo pour le dossier. Peu de temps après l'interrogatoire de Barnes et Hackel, on rapporte un incident troublant.
On a interrogé tout le voisinage et on a rencontré une femme nommée Laura Montgomery qui vivait dans le même immeuble. Quand on a demandé à Laura si elle avait vu quelque chose ou quelqu'un de suspect, elle a parlé d'un homme. Gave me the creepiest feeling. Elle a dit qu'il était très pressant. I stayed in because I didn't feel safe. Il se pointait chez elle sans y être invité et il la mettait mal à l'aise. Elle nous a dit que 2 jours avant le meurtre, elle l'a surpris sur le parking en train de l'observer. Ensuite, il a sonné à la porte. Elle n'a pas répondu, mais quand il est parti, elle a ouvert la porte et elle a trouvé une bouteille de champagne. Ça l'a mise très mal à l'aise. Elle a dit qu'il lui filait les chocottes. Quand on lui a demandé si elle connaissait son nom, His name was James Barnes. quand vous enquêtez sur un homicide, si un nom est cité à plusieurs reprises, c'est qu'il y a une bonne raison. Les enquêteurs convoquent Barnes au poste. Il a avoué avoir traîné autour de la résidence. Il nous a dit qu'il allait voir des amis. Have you gone there frequently, or when was the first time that you ever went there? I've probably been over there 6 times in the last 2 weeks. Have you heard anyone talk about what happened there? Everybody else. What's been said? Nothing that hasn't already been said. What do you mean? I guess the general consensus is she got served with divorce papers that morning. That night she got whacked. Simple as that. And it was either her husband or PR or something. Can you tell us where you were on the 20th? I was pretty much on beachside that night. I have a friend that lives in Indian Harbor Beach. Il a prétendu qu'il était sur la plage avec un ami, qu'il était ensuite allé dans un fast-food et qu'il était rentré chez lui. I don't know, I was in bed by 11:30, 12. Son ami a confirmé son histoire, mais ça ne nous disait pas où il était à l'heure exacte du meurtre. Murder that woman? No. Why would you ask me? Ask everybody. Have you ever been in that woman's apartment? No. Would there be any reason at all that you could think of for your fingerprints to be in that apartment? No. Have you ever taken a polygraph examination? Yes. Would you be willing to take one in reference to this case? No, I don't believe in them. They don't work. So,
you're saying, though, that you would not be willing to take a polygraph examination in reference to this case. Right. Anything you think of, that you think maybe we should know, or something that you've seen around there? Or? I haven't seen anything out of the way there other than the murder scene being taped off and the smell. Durant l'interrogatoire, il s'est montré très arrogant et il a dit que le coupable serait probablement retrouvé mort dans la semaine. I'd figure you guys find his body somewhere about a week from now. Say suspect found dead. Why? Now, there's crime and then there's bad things. I mean, he tortured her. Police. That's like a horror flick. You know. Une chose était claire. Il aimait avoir l'attention sur lui. La plupart des gens, quand ils sont interrogés par la police, ils vous disent ce que vous voulez savoir et ils s'en vont. Barnes serait resté là toute la journée s'il avait pu. On lui a demandé un échantillon d'ADN et il a accepté. Et on l'a laissé partir parce qu'on n'avait rien pour le retenir. Il nous a dit une chose avant de s'en aller. C'est quelqu'un qui lui en voulait. Vous finirez par le coincer. Et il cuira sur la chaise électrique. On est en Floride. What kind of person do you think would have done something like that? Tied her up and tortured her. Somebody who was very pissed at her. What do you think ought to happen to the guy? If he gets caught, I already know what'll happen. He'll get the check. Well, he could end up that way. Barnes était bizarre. Mais on n'avait rien pour le retenir, donc on s'est contenté de le garder à l'œil. Les enquêteurs envoient les échantillons ADN de James Barnes et du mari de Patricia, Josh McKenna, au laboratoire fédéral, en espérant qu'ils correspondent à l'ADN retrouvé sur la scène de crime. Mais il faudra attendre des mois avant d'avoir les résultats. Alors qu'elle attend des nouvelles concernant le meurtre, la famille de Patricia prépare ses funérailles. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là. C'était sur la plage. On a pris le bateau de mon père et on a dispersé ses cendres dans la baie. Personne n'arrivait à en parler. Je crois que les gens se renferment sur eux-mêmes dans ces cas-là, parce que c'est trop dur d'en parler. Même entre nous, c'était trop dur d'en parler. On est devenus membres d'un club dont on ne connaissait même pas l'existence, auquel on ne pensait même pas adhérer un jour, le club des gens dont l'un des proches a été assassiné. Un club dont on ne veut pas faire partie. Une raison de plus de pleurer. Trois mois se sont écoulés quand les résultats reviennent du labo. En 1998, les échantillons qui avaient été prélevés sur la scène de crime n'étaient pas suffisants pour établir un profil ADN. Et à ce moment-là, ces traces ADN étaient quasiment les seules preuves dont nous disposions. Quand on a appris que ces traces ADN ne nous permettraient pas d'identifier un suspect éventuel, on est revenu au point de départ. Et pendant ce temps-là, on avait un tueur dans la nature. L'enquête sur le meurtre de Patricia Miller s'enlise. Et le tueur court toujours. Je ne me suis jamais dit qu'il s'en tirerait. Je crois sincèrement que dans la vie, on finit toujours par payer nos erreurs. Au bout d'un moment, il y a forcément un retour de bâton. Les années passent, et la tristement fameuse affaire du lit carbonisé continue de hanter la police.
On a peu d'affaires non résolues dans le comté de Brevard. On tient à résoudre chaque homicide. L'affaire Patricia Miller est un crime extrêmement violent. On ne veut pas qu'un individu pareil commette un nouveau crime. L'affaire est au point mort, jusqu'au jour où la police reçoit un appel a priori sans rapport. Une femme ne s'est pas présentée au travail. Si ses collègues étaient aussi inquiets, c'est parce qu'ils savaient qu'elle avait obtenu une ordonnance de protection contre son mari. La police apprend que la femme se nomme Linda Verzi. Mademoiselle Verzi était mariée depuis peu à son époux. Tout le monde était inquiet parce que ça ne lui ressemblait pas. Elle ne ratait jamais un jour de travail, ou alors elle appelait. 2 agents ont été envoyés sur les lieux. Ils sont allés à son domicile. Ils n'ont pas remarqué le moindre signe d'effraction. Et personne n'a ouvert la porte. À ce moment-là, on ne sait pas où elle se trouve. Les agents ont peur qu'elle soit à l'intérieur et qu'elle ait des ennuis. Ça devient de plus en plus inquiétant. La maison semble déserte, jusqu'à ce que les agents voient un homme qui les observe depuis l'intérieur. On a compris qu'il s'agissait du mari. Sauf que l'ordonnance de protection lui interdisait de s'approcher du domicile. On était inquiet parce que toutes les portes étaient fermées et qu'il refusait de sortir. On a affaire à ce qu'on appelle un siège. Ce genre de situation est préoccupante parce qu'on ignore si la personne à l'intérieur est armée. Elle pourrait avoir un fusil, un pistolet ou même plusieurs armes. On ne sait même pas combien de personnes se trouvent à l'intérieur. On a appelé des renforts et une équipe d'intervention. La police appelle sur le téléphone du domicile et quelqu'un finit par décrocher. Le mari de Mademoiselle Verzi a répondu au téléphone et a dit qu'il refusait de sortir. On lui a demandé de nous dire au moins s'il allait bien. Ouvrez la porte qu'on s'assure que tout va bien et que personne n'est en danger. Il a ouvert la porte. Le groupe d'intervention l'a neutralisé. Ils ont réussi à le menotter et l'ont fait monter à l'arrière d'un véhicule de patrouille. Ce qui nous a alors permis d'entrer dans la maison et de chercher Linda. On est entré dans le domicile par le garage. Au fur et à mesure qu'on avançait dans la maison, on ouvrait toutes les portes. Il y avait des trous dans les murs. On a découvert du sang dans le couloir. Des signes évidents de lutte. On a commencé à voir du sang sur l'embrasure des portes. Et on a aussi trouvé du sang sur le sol. Et plus on s'approchait de la chambre se trouvant au sud-est, plus on comprenait qu'un crime violent avait été commis dans la maison. On est entré dans la chambre et à l'intérieur du placard, on a trouvé Mademoiselle Verzi, allongée sur le côté. Il y avait du sang autour de sa tête. Elle avait été battue. Elle avait des marques autour du cou, comme si elle avait été étranglée. Personne ne mérite d'être battu et étranglé comme ça. C'était atroce. C'était un acte froid. Il l'avait tuée froidement. Il l'a étranglée, puis l'a cachée dans le placard, où il l'a laissée jusqu'à ce qu'on vienne la trouver.
Ce qui ressort, c'est la violence et l'absurdité des actes. Oui. Les inspecteurs sont prêts à interroger le mari de la victime. He's in a cruiser outside. Come on. Avec le sergent Evers, on s'est dirigé vers la voiture de patrouille dans laquelle on l'avait enfermé. Quand j'ai vu qui était le mari, j'ai halluciné. Je savais qu'il avait été interrogé par la police de Melbourne suite au meurtre de Patricia Miller. Il s'agissait de James Barnes. James Barnes n'était qu'un petit délinquant et un drogué. Pourquoi Mademoiselle Verzi l'avait épousé? J'en ai aucune idée. On n'en revenait pas. On l'avait suspecté d'un meurtre violent dans la ville de Melbourne, et il était aujourd'hui suspecté d'un meurtre violent dans notre juridiction. Les enquêteurs arrêtent James Philip Barnes pour le meurtre violent de sa femme Linda. Mais celui-ci fait une remarque déconcertante. Il a dit « Je vous dirai tout sur le meurtre de ma femme ». Pourquoi m'avoir dit qu'il ne parlerait pas de cette affaire? Pourquoi le préciser s'il n'avait rien à se reprocher? Et il a même ajouté « Je plaiderai coupable du meurtre de ma femme dès que possible devant un juge ». Il a avoué le crime avant même qu'on ait pu écrire notre rapport. Ça a été aussi rapide que ça. Barnes renonce à un procès et est condamné à une peine de prison ferme à vie pour le meurtre de sa femme Linda. Après qu'il a avoué pour sa femme, je lui ai dit « James, pendant qu'on y est, pouvons-nous parler de Patricia Miller ?» Il a répondu « Hors de question ». On a informé la police de Melbourne qu'on était en train de l'interroger et qu'il refusait de parler de l'affaire du lit carbonisé. On a alors passé en revue tout le dossier, toutes les preuves qu'on détenait. Et on s'est retrouvé au même point de départ, les échantillons ADN. Mais au milieu des années 90, les techniques d'analyse ADN avaient évolué. Les enquêteurs demandent de nouvelles analyses des échantillons ADN prélevés sur la scène du crime de Patricia Miller. Et cette fois-ci, le labo obtient un profil génétique. L'ADN qu'on avait prélevé sur la scène du crime de Patricia Miller correspondait à celui de James Barnes. Afin de savoir ce qui s'est passé le soir de la mort de Patricia, les enquêteurs poussent Barnes à faire des aveux. Durant 7 ans, Barnes refuse de coopérer avec la police, jusqu'au jour où les enquêteurs reçoivent un courrier surprenant. Il s'était trouvé un conseiller spirituel qui l'avait aidé à voir la lumière, et il proposait maintenant un marché en échange de ses aveux. Mais Barnes insiste pour le faire à sa manière, lors d'un entretien filmé mené par un autre détenu nommé Gary Simpson. James, did you know she was in the apartment before you went in, or did you? I saw her. It was dark, right? It was dark in the yard. I looked through. She was watching TV. So you knew she was in there. Il l'avait déjà observé. Et la nuit du meurtre de Patricia, il pénètre dans son appartement, en pleine nuit, et s'y cache. Il l'observe dîner, il l'observe regarder la télé, et quand elle va dans la salle de bain avant d'aller au lit, et c'est là qu'il devient violent. Il l'agresse sexuellement. Il la ligote,
et il essaie de l'étrangler. Mais il n'y arrive pas parce qu'elle est en bonne forme physique et qu'elle se débat. Donc il va chercher un marteau. James, when you hit the victim in the head, how many times do you think you hit her? 4 or 5. And she was dead. So you're 10 on the record? No, my 10 was to kill her. À ce moment-là, il ramasse toutes les preuves de son crime, les met dans un sac, puis il nettoie toutes les surfaces qu'il pense avoir touchées. I just started on fire. Why did you do this? You say no one ever probably will prove that you've done this. Right. Have you ever seen her up until that day? Yeah, I had a conversation. When did you decide to kill her? You had mentioned to me that she humiliated you at the pool. La raison qu'il a donnée pour avoir tué Patricia, c'est qu'elle l'avait rejeté. Ils s'étaient rencontrés à la piscine, il prétend qu'elle l'aurait humilié, et c'est à ce moment-là qu'il aurait décidé de l'assassiner. I knew that I was going to kill her. Is there anything else what you would like to say about this murder? No. 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 Are you sorry or anything? Il n'a aucun remords. Voilà le genre de personne qu'il est, un sociopathe. C'était un monstre. Oui. Un véritable monstre. Il y a des gens malfaisants dans ce monde. James Barnes en fait partie et il est aujourd'hui à sa place derrière des barreaux, là où il ne peut plus faire de mal à personne. Entre ces aveux et les résultats ADN, les enquêteurs ont enfin les preuves nécessaires pour clore l'affaire. James Philip Barnes a été reconnu coupable du meurtre de Patricia Miller. Et il a été condamné à mort. Il est aujourd'hui dans le couloir de la mort, dans une prison de l'État de Floride. Il ne devrait pas être parmi nous. Il ne mérite pas de vivre. Les souvenirs que je garde de Trish, c'est les moments qu'on passait ensemble, à parler et à rire. Son amitié me manque. C'était vraiment quelqu'un de bien. Il arrive parfois dans la vie qu'on rencontre des gens qui illuminent votre cœur. Et on ne les oublie jamais. Je n'oublierai jamais Trish. Toutes ces années qu'elle a perdues et qu'on n'a pas eues avec elle. Il y a tant de choses qui nous font penser à elle, tout le temps, qui nous font rire, qui nous font sourire. C'était quelqu'un de bien. C'était le soleil de notre famille.